Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour monsieur, pour ceux qui aiment être avec nous pour tous les vendredis pour notre petite séance café rencontre de la FIO. Alors aujourd'hui, on est encore là. On est là pour parler d'un thème très intéressant, la résilience des femmes immigrantes. Et pour parler de ce thème aujourd'hui, on est avec Sonia Ben Soltan, qui est professeure adjointe à l'Université d'Ottawa. Bonjour Sonia. Bonjour à vous, merci de l'invitation. On est aussi avec nos participants. Waouh, on a déjà 24 personnes connectées. Merci, merci beaucoup. Vous êtes là tous les vendredis. Je commence à reconnaître plusieurs noms que je vois tous les vendredis. Merci à vous. Alors aujourd'hui, pour parler de résilience, moi, d'après ce que j'ai lu, parce que je suis allée sur Google pour chercher, quand on parle de résilience, on parle de tout l'effort et tout le courage que les femmes font dans leur combat de tous les jours pour maintenir leur statut de femme, de maman, de mère de famille et pour aussi maintenir un certain équilibre dans la société. Sonia, tu me diras si je suis dans le vrai. Je Qu'est-ce que pense que c'est? tu es en train de me voir faire des mouvements très explicites de la tête pour dire que je suis entièrement Exactement. d'accord. Donc, tu vas pouvoir nous dire tout sur la résilience, mais la résilience de la femme et plus encore de la femme immigrante parce que nous sommes aujourd'hui on est au Canada et au Canada, on est avec une nouvelle culture, de nouvelles personnes à fréquenter. Et donc, on a une période d'adaptation. On doit faire face au choc culturel et on doit aussi s'intégrer. Parce que si on ne s'intègre pas, on n'a pas réussi notre arrivée ici. Alors, on va sagement t'écouter. Pour tout le monde, le café rencontre d'aujourd'hui, ça va être la présentation de Sonia. Et à côté de la présentation, ça va être vraiment un échange. Un échange parce que on va vous ouvrir vos micros, vous allez pouvoir poser vos questions. Et ensuite, vous allez pouvoir, il y aura vraiment un échange. On souhaite vraiment que ça soit interactif. Et on restera dans les 1 heure qu'on a l'habitude de faire. Donc, Sonia, c'est à toi. Merci Joséphine. Je vais te demander C'est deux petites Karine. choses. Tu confonds avec Joséphine. Ah, excuse-moi, tu sais, il y a Joséphine et le nom de Joséphine sous le tien, C'est par rapport sous au sous chat. ton écran. Oui, désolée Joséphine, je pense que j'ai dû te stresser pas mal. Et excuse-moi Karine. C'est Ok, correct, on peut y bon. aller. Écoute, je vais te demander de me monitorer le temps. Donc, je pense que j'ai une trentaine de minutes. OK, pour la Donc, présentation et ouais, ensuite, les échanges commencent. oui. Donc, s'il te plaît, monitore-moi parce que j'ai tendance à parler beaucoup. C'est parfait. Et c'est tout, au fait. Mais donc, c'est ça. Fais-moi signe parce que je te vois sur la Parfait. vidéo. Fais-moi signe visuellement de quand j'ai dépassé 15 minutes et quand j'approche les 30 minutes. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence, d'avoir pris le temps de venir participer à ce café virtuel. Et je compte sur vous plus tard, après ma présentation, pour justement venir enrichir nos connaissances collectives et probablement ce que je ne vais pas avoir couvert dans ma présentation sur la résilience des femmes migrantes, parce que je suis certaine que toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui auront quelque chose de très intéressant et de très valide à dire sur la résilience. Et donc, collectivement, ça va enrichir la discussion collective sur cette question-là. Donc, euh, donc, je vais commencer par vous remercier toutes et tous d'être là et par me présenter. Donc, je m'appelle Sonia Ben Soltan, je suis professeure adjointe à l'École de service social de l'Université d'Ottawa et je travaille principalement sur l'intégration des familles migrantes. Donc, c'est mon agenda de recherche. J'ai fait ma thèse sur l'intégration de familles migrantes au Québec. J'ai interviewé des femmes maghrébines principalement, mais ça fait quelques 8 ans que je travaille sur différentes choses reliées à l'intégration des immigrants au Canada. Puis je vais partager avec vous ce que j'ai appris en faisant cette recherche, mais aussi ce que j'ai appris parce que moi aussi je suis une femme immigrante dans ce pays. Je suis arrivée il y a 11 ans à peu près. Et il y a certaines choses que j'ai apprises sur ma propre capacité à être résiliente, puis sur qu'est-ce que ça prend pour arriver à son but, pour s'intégrer économiquement et pour faire pour réaliser tous les objectifs et tous les projets dont nous sommes toutes et tous porteurs et porteuses quand nous avons décidé de quitter nos pays respectifs et de venir nous installer au Canada. Donc, il y a deux points principaux que je vais essayer de couvrir.
Donc, pourquoi on parle de résilience pour les femmes immigrantes? Principalement parce qu'elles rencontrent beaucoup de problèmes dont je vais parler assez rapidement. Je sais il y a plus à dire sur les problèmes rencontrés par les femmes immigrantes. Je veux aussi dire que la plupart des choses que je vais dire s'appliquent de manière un peu plus forte, un peu plus grave, euh, et, euh, et principalement aux femmes racisées, donc des femmes qui ne sont pas des femmes blanches, des immigrantes blanches qui viendraient d'Europe ou d'autres parties du monde. Je parle de femmes racisées, ça veut dire qui s'identifient ou qui sont identifiées par les autres comme appartenant à une minorité raciale ou une minorité visible. Euh, et je vais parler de quelques stratégies efficaces pour aider à dépasser justement les problèmes qui sont rencontrés par les femmes immigrantes. Je n'ai pas des solutions, des formules toutes faites, mais ce sont des choses que j'ai observées. Ce sont des choses qui ont été partagées avec moi par des personnes qui les ont vécues et je pense que ce sont des stratégies qui peuvent aider à développer votre propre stratégie pour réussir votre intégration. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la résilience? Je pense que Karine a très bien résumé ça. Au fond, c'est un concept qui vient de la physique et qui qualifie la résistance des métaux au choc thermique, au choc physique, etc. Le terme a été adopté dans les sciences sociales parce il permet de désigner cette capacité qu'ont les humains de se restaurer, de vivre avec les chocs, avec les blessures, etc. Donc, ça désigne la capacité et la résistance des personnes à... Ah, désolée. OK. Donc, désigne la capacité de résistance des personnes à un choc, à un traumatisme ou à des moments difficiles. Puis, ça fait couler beaucoup d'encre en psychologie particulièrement, où des psychologues ou des chercheurs en psychologie s'intéressent à qu'est-ce qui fait que certaines personnes continuent, résistent, se renouvellent, se reconstruisent, peuvent vivre parfois avec des deuils très lourds, très difficiles, très poignants. Puis d'autres souffrent beaucoup plus fortement. En sciences sociales, c'est assez récent, mais juste pour vous dire que depuis quelques années, il y a des équipes de recherche qui travaillent au Canada qui travaillent sur la résilience des immigrants. Donc, on veut comprendre qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui peut aider au fond à la résilience des personnes qui arrivent au Canada, que ce soit par rapport à des réalités qu'ils ont vécues avant d'arriver. Je parle notamment des réfugiés, des personnes qui ont dû fuir des situations difficiles et menaçantes pour leur sécurité, pour leur famille. Mais aussi leur résilience par rapport à toutes les difficultés qu'ils rencontrent une fois arrivés, qu'on connaît tous, qui sont documentées dans la recherche. Donc, beaucoup d'équipes avec lesquelles je travaille, beaucoup d'auteurs que je cite, des gens que je connais dans les universités canadiennes et qui travaillent sur l'intégration des immigrants, documentent un ensemble de problèmes que rencontrent les immigrants. Certains arrivent à les dépasser plus rapidement que d'autres et certains n'arrivent pas à les dépasser malheureusement. Donc, on voudrait apprendre de ceux qui savent justement dépasser ces difficultés, comment faire pour que tous bénéficient des solutions. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment le faire. Je n'ai pas des solutions toutes faites, mais j'ai des pistes de solutions. J'ai plus des manières d'être qui vont probablement faire en sorte que certaines difficultés ne puissent pas durer dans le temps ou en tout cas avoir un impact traumatisant sur les personnes. C'est ça. Donc, au fond, on parle d'une capacité, quand on parle de résilience, on parle d'une capacité d'adaptation et une capacité de résilience, une capacité de résister face à l'adversité, de se renouveler. Et donc, c'est une grande flexibilité, au fond, qui aide à survivre les moments difficiles et les moments traumatisants. Puis, pour certains, c'est l'immigration elle-même qui est traumatisante. Et pour d'autres, c'est l'intégration qui ajoute son lot de traumatisme. Donc, pourquoi on parle de résilience pour les femmes immigrantes en particulier? Principalement parce qu'on sait maintenant, c'est documenté dans la littérature, que les femmes immigrantes vivent une sorte de double handicap. Elles arrivent souvent avec des handicaps qui sont hérités de leur situation avant d'arriver au Canada, donc pré-migratoire. Les femmes sont moins favorisées sur le marché de l'emploi quand elles ont des enfants, donc des grossesses successives. Ce sont autant d'années où elles sont en dehors du marché de l'emploi et donc elles vont souvent accumuler moins d'années d'expérience quand elles appliquent à l'immigration.
Elles ont souvent moins de revenus parce que malheureusement, c'est une réalité qui est internationalisée, qui est universelle. Les disparités salariales entre hommes et femmes, la charge de responsabilité sociale et familiale qui incombe aux femmes est très souvent plus lourde pour les femmes. Donc, tous ces facteurs qui ne sont pas en soi des facteurs problématiques, contribuent à faire en sorte que les femmes arrivent avec un petit retard en termes de nombre d'années d'expérience, en termes de responsabilité professionnelle. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont manquer dans leur CV, à compétences égales et à expérience égale. Quand elles arrivent au pays, elles vont rencontrer des dynamiques qui sont ressemblantes. Donc, on sait qu'elles sont déjà défavorisées avant le départ, puis elles vont l'être inévitablement après leur arrivée. Donc, quand on compare la situation des femmes immigrantes, souvent, on les compare à celles d'hommes immigrants qui ont des profils comparables, qui évoluent dans les mêmes marchés de l'emploi, etc., mais aussi par rapport aux femmes natives canadiennes. Donc, des femmes qui sont nées, qui ont grandi, qui ont été scolarisées, qui ont été socialisées au Canada. Donc, les femmes immigrantes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur origine, quel que soit leur domaine de compétences, sont souvent moins favorisées que les hommes migrants et que les femmes natives. Et c'est d'autant plus vrai quand il s'agit de femmes racisées, donc appartenant à des groupes racisés. Des femmes noires, des femmes arabes, des femmes asiatiques. Il y a un ensemble de facteurs qui sont liés aux préjugés, qui sont liés aux stéréotypes qu'il y a sur ces communautés et sur ces femmes qui vont venir ajouter un poids supplémentaire aux difficultés qu'elles rencontrent. Et ça fait que ça va les ralentir. Ça va les ralentir, puis parfois ça peut, dépendamment de quelles autres combinaisons de facteurs vont s'ajouter dans la vie de la personne concernée, ça peut devenir vraiment un facteur d'handicap. Ça peut briser des carrières, amener des gens à renoncer à des projets, beaucoup de choses dont je vais donner des exemples au fur et à mesure qu'on avance dans cette présentation. Mais plus concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte de repères. Je donne un exemple. Souvent, les femmes à qui j'ai parlé dans le pays d'origine, même si elles font face à tous ces handicaps que je viens de citer, il y a la famille, il y a la maman, il y a les sœurs, il y a les amis qui vont garder les enfants pendant qu'elle va aux études ou qu'elle travaille. Ça coûte moins cher de faire garder ses enfants. Il y a de l'aide, il y a un soutien. Il y a au moins des personnes de la famille à qui tu peux aller te plaindre, te vider le cœur quand tu es stressé ou seul. Donc, tous ces appuis informels, on les perd quand on arrive en immigration. Parce qu'il faut reconstruire. Déjà, on perd l'appui familial et amical, les amis de longue date. Et il faut travailler à reconstruire un nouveau réseau d'amitié et un nouveau réseau social. Il y a aussi les pertes de repères. On minimise toujours ce facteur-là parce que tout le monde est super content d'arriver au Canada. Ça a été une longue route pour appliquer, attendre les réponses à son dossier. Ça a été un gros investissement. Souvent, ça a beaucoup de prestige, je le sais par expérience, quel que soit le pays dont vous venez. Je m'adresse aux personnes qui écoutent. Il y a beaucoup d'envie, de rêve dans les yeux des gens qui ont entendu que vous partiez au Canada. La vie au Canada fait rêver encore beaucoup de monde à l'étranger, même dans les pays qui ont des standards de vie comparables, aussi élevés, etc. Et donc, on arrive, on est content d'apprendre à nouveau à faire certaines choses qu'on sait faire, prendre le bus, parler au téléphone, appeler sa banque. Nous savons tous faire ces choses-là avant d'arriver. Mais on réapprend à les faire d'une autre manière pour que les gens nous comprennent plus facilement. Donc, on est amené à faire beaucoup d'apprentissages très simples sur des choses très basiques de la vie quotidienne. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est content, mais ça fait beaucoup d'apprentissage et beaucoup de perte de repères. On découvre qu'on ne peut pas dire ça comme ça, on doit le dire d'une autre manière. On découvre qu'on ne peut pas demander ça à tel endroit. Et donc, toutes les mini-apprentissages, puis les processus qu'on adopte pour justement les faire. À qui poser la question, où aller les chercher sur des sites web, la langue, l'ajustement à la langue dans laquelle l'information est disponible. Tous ces facteurs-là font en sorte qu'il y a une perte de repères et il y a un gros effort justement pour reconstruire ces repères. Et c'est un travail énorme, mais invisible, qu'on ne voit pas. Puis très souvent, dans mon expérience, c'est les femmes qui font ce travail-là. Les femmes vont arriver, vont chercher les bons quartiers, vont regarder la maison, vont poser la question, comment ça se passe pour choisir une bonne maison? Est-ce qu'il faut que je regarde les fenêtres? Il faut que je regarde ci, il faut que je regarde ça. Il faut que je vois si c'est un bon voisinage. Est-ce que les voisins sont sympas? Est-ce que l'école est sympa? Toutes ces questions-là, c'est du savoir. Et toutes ces questions-là, c'est souvent les femmes
qui y pensent, ce sont les femmes qui les posent, ce sont les femmes qui cherchent les réponses. Donc, c'est un gros travail, il faut le voir en tant que tel, il faut le voir comme un processus d'apprentissage et il faut lui donner de la valeur, il faut le situer. Donc, je m'adresse aux femmes qui m'écoutent maintenant. Mesdames, vous faites ce travail, il est énorme, il est important, continuez à le faire, mais sachez que vous faites cet effort-là, ne minimisez pas la fatigue, l'épuisement et les difficultés qui peuvent venir avec, ce n'est pas votre faute. Je veux juste, c'est cet apprentissage-là, au fond, qui serait l'objectif principal de ma présentation aujourd'hui, de réaliser toutes les sphères où vous faites du travail sans vous en rendre compte, puis de comprendre quelle est votre part de responsabilité, comment vous pouvez diriger ces processus d'apprentissage-là, comment vous pouvez en bénéficier d'une manière plus efficace, et aussi de résister à tout le shaming, toutes les critiques qui peuvent en amener. T'as pas su trouver ça, t'as pas réussi à trouver ça, oui, c'est normal. C'est des repères qui se perdent, les choses ne se font pas de manière universelle, de la même manière dans tous les pays, c'est des apprentissages qui sont très importants, c'est des apprentissages qui prennent du temps. Donc, soyez beaucoup moins dur avec vous-même pour les choses pour lesquelles ça vous a pris plus de temps ou que vous n'avez pas compris tout de suite. Ce sont des apprentissages très importants, ce ne sont pas des apprentissages faciles. Donc, ajouter à cette perte de repères et aux pertes d'appui, donc tu as plus de choses à faire, mais tu as moins d'aide pour le faire. Il y a des nouvelles responsabilités qui s'installent. Donc, quand on parle d'intégration, souvent on vous en parle dans les groupes qui font de l'accueil aux immigrants, les intervenants que vous avez rencontrés, les agents d'immigration, on vous parle d'intégration. Et on vous dit, il faut faire ça et ça et ça. Mais on vous parle juste comme d'un aspect de l'intégration, qui est celui procédurier. Tu dois aller voir certaines administrations, certains services publics, demander certaines choses, des cartes, des accès, activer votre droit à recevoir un service, etc. Mais à côté de cela et en parallèle de cela, il y a d'autres choses que vous faites pour vous intégrer. Vous apprenez, comme j'ai dit, à parler d'une manière. On parle tous la même langue. Vous êtes, pour la plupart, vous maîtrisez très bien le français, mais il y a certains d'entre vous qui ont dû réaliser que quand vous parlez en français, les gens ne semblent pas vous comprendre. Pour plusieurs raisons. Il y a aussi, la principale, c'est l'accent, et que le québécois, c'est un français parmi d'autres. Et donc, il faut acquérir aussi ces tournures de phrases qui font que la personne en face de vous vous comprenne, puis qu'elle ne se moque pas, qu'elle n'a pas l'impression que « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Parfois, c'est le vocabulaire, parfois, c'est l'accent, parfois, c'est les tournures de phrases, les tournures de politesse, etc. Je donne un exemple. Il y a quelques années, il y a un organisateur communautaire qui m'a approché pour donner une formation interculturelle. Et il me disait, les gens ici qu'on reçoit, c'est un centre où ils reçoivent des personnes qui sont demandeuses d'asile. Il me dit, je sens qu'il y a une grande frustration parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les comprend pas, qu'on juge leur français, etc. Mais il y a des manières culturelles de faire certaines demandes et ils ne semblent pas être conscients. Donc, j'aimerais que tu offres cette formation à ces gens pour leur apprendre à naviguer avec plus d'aisance. Des choses comme demander son chemin dans la rue, demander l'heure, des choses très basiques comme ça. Et je pense que c'est un moment, pour moi, c'était un moment d'éclairement parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui, par exemple, dans mon pays natal, mais aussi probablement dans beaucoup de cultures traditionnelles comme les cultures africaines, nord-africaines, moyen-orientales, beaucoup de politesse, des choses qui sont très valorisées, sont ici considérées comme une perte de temps. Je donne l'exemple que partageait avec moi l'intervenant. Un monsieur qui l'accompagnait s'est perdu dans la rue, il demandait son chemin. Et donc, il arrêtait les gens à la sortie du métro à Montréal, puis il disait « Bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien? Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Si vous avez le temps, j'espère que je ne vous dérange pas. » Blablabla. Bla, bla, bla. Les gens partaient. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Allez, juste dire « Allô ?» C'est ça. Il aurait dit « Allô » ou carrément directement. C'est pour ceux qui sont hyper stressés et qui ne seraient pas formalisés, là, qu'on leur dise même pas bonjour, mais qu'on ne leur fasse pas perdre leur temps. Qui disent « Vous savez où c'est telle chose ou telle chose ?» Donc, c'est ça ce qui se passe. On arrive, on est pleine de bonnes intentions et beaucoup de politesse et de manières d'être et manières de faire qui sont très, très appréciées dans notre culture et qui sont très appréciées et appréciables ailleurs, même au Canada. C'est juste qu'il y a des espaces-temps. C'est la sortie du métro à 5 heures ou 6 heures le soir, les gens ils sont pressés. Tu n'as pas le temps de dire bonjour et d'expliquer qui tu es. Tu vas
directement au but. Donc, ce sont des apprentissages. L'exemple est très basique, exprès pour expliquer à quel point la personne est revenue, elle est revenue vers cet intervenant avec beaucoup de frustration, un sens de l'humiliation. Elle a été maltraitée, c'est ce qui s'est passé, la manière dont les gens l'ont traitée, lui ont répondu, était très mal poli. Mais il y a une incompréhension des deux côtés. Des gens, de qui est cette personne et de son besoin d'être écouté, mais ils sont pas obligés de l'écouter. Et de cette personne de comprendre que on n'a pas besoin de faire beaucoup de politesse. On est dans la rue, on peut juste demander et passer son chemin. Donc, c'est beaucoup de situations, de micro-situations de ce genre qui peuvent se transformer en moments traumatisants pour beaucoup d'entre nous. J'en ai quelques-uns. Je pourrais les partager si vous voulez. Je m'en rappelle encore parce que ça a été aussi des grands moments d'apprentissage pour moi. On est là pour toi. On écoute tout. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais passer au point suivant. Il y a des nouvelles responsabilités qui viennent aussi peser sur les nouveaux arrivants et spécialement sur les nouvelles arrivantes. Donc, je donne un exemple. Vous arrivez, vous avez des jeunes enfants. On vous demande d'aller prendre un cours de francisation, mais aussi un atelier sur comment faire son CV. Vous allez rencontrer un intervenant en emploi et employabilité. Mais pour pouvoir faire tout ça, tu as besoin de faire garder tes enfants. Ok, tu te dis, ok, chose facile, je vais trouver quelqu'un, je vais trouver une garderie, je vais trouver une halte garderie. Eh non, il faut rentrer sur une base de données, il faut rester sur une liste d'attente, il faut appeler, il faut trouver le bon temps pour que la personne en face de toi comprenne que ce que tu veux, c'est un dépannage temporaire et non pas une poste à mi-temps. Toutes ces choses-là prennent du temps. Donc, ça se met sur ton chemin pour aller justement à ces séances d'information, ces rencontres, etc. Mais il y en a qui se découragent, et à juste titre. Donc, toutes ces nouvelles responsabilités qui apparaissent parce qu'il faut créer un réseau de nouveau, il faut apprendre à dire, gérer, comprendre des choses de zéro. Donc, tout cela, c'est du travail. Puis souvent, c'est du travail qui est relégué aux femmes. C'est les femmes qui inscrivent les enfants à l'école, c'est les femmes qui les inscrivent à la garderie. Je ne dis pas ça parce que c'est une réalité universelle. Je sais que certains d'entre vous, c'est leurs conjoints qui s'occupent de ça, mais en majorité, ce sont les femmes. Et si ce n'est pas elles qui concrètement le font, c'est elles qui font tout le travail de préparation pour le faire. C'est elles qui gèrent tout ce qui concerne les enfants. C'est elles qui gèrent les mal-être des enfants. C'est elles qui écoutent leurs enfants quand ils rentrent à la maison et qu'ils ne sont pas contents, ou ils sont stressés, ou ils n'ont pas compris ce qui se passe à l'école, parce que l'école est tellement différente de ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Donc, ce sont les mamans, les mères, les femmes qui s'occupent de ces choses-là. Donc, c'est de nouvelles responsabilités. Même quand on est une femme seule, il y a des responsabilités analogues. On a besoin d'apprendre plein de choses pour pouvoir justement efficacement apprendre et mettre en œuvre les stratégies auxquelles qu'on facilite pour nous dans les rencontres d'intervention en emploi et employabilité, etc. Donc, quand il s'agit de femmes qui migrent avec leur famille et surtout avec des jeunes enfants, il y a tout un travail invisible d'intégration. Donc, aux tâches traditionnelles s'ajoutent beaucoup de nouvelles tâches qui sont de l'ordre de la facilitation interculturelle. Donc, les femmes apprennent que il ne faut pas passer une heure à dire bonjour quand tu veux demander ton chemin, mais il faut aussi qu'elles le transmettent aux enfants. Elles voient qu'il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses à faire. Elles l'apprennent en écoutant les autres, en voyant des choses se faire devant elles. Il faut qu'elles le facilitent envers leurs propres enfants. Il faut qu'elles le facilitent aussi pour leurs conjoints. Et parfois, la famille est un peu plus grande que le conjoint et les enfants. Donc, ça se transmet à un cercle plus élargi. Donc, c'est tout un pan de travail physique, c'est-à-dire nettoyer, acheter, s'occuper des manteaux d'hiver, s'occuper de toutes ces choses-là, en plus de beaucoup de travail symbolique et plus intellectuel. Apprendre à faire certaines choses, à dire certaines choses d'une certaine manière, etc. Je donne un exemple aussi très, très basique, la boîte à lunch. Ça paraît quelque chose de très basique pour la moyenne des Canadiens et des Québécois, mais la boîte à lunch est un apprentissage pour beaucoup de gens, y compris pour mes amis et mes connaissances qui viennent d'Europe. En France, par exemple, l'école fournit une cantine sur place. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre qu'il faut amener son repas à l'école et qu'il y a des standards d'hygiène pour amener son repas à l'école, que tu n'amènes pas seulement ton repas du midi, mais que tu amènes 2 collations, que les collations ne doivent pas contenir ça, elles doivent contenir ça, ça c'est interdit. Donc, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage.
beaucoup d'écoles maintenant sont conscients du fait que c'est un apprentissage qui doit être facilité pour les personnes nouvelles arrivantes, quel que soit leur pays d'origine, mais d'autres ne le sont pas. Donc, c'est souvent, on apprend en ayant des remarques, en recevant une petite note, parfois pas sympa de l'école. Donc, c'est pour ça que je dis que ces apprentissages-là sont importants. Et ces apprentissages-là peuvent devenir la source de beaucoup de stress et peuvent être l'occasion de recevoir beaucoup de choses qui ne sont pas très agréables, dépendamment de qui les donne et sur quel temps la personne donne ses commentaires et ses remarques. Donc, c'est les femmes qui font ce travail d'apprentissage et de transmission de ce savoir. C'est elles qui expliquent à leurs enfants, à leurs conjoints, à leurs amis. Ça, c'est peut-être pas quelque chose qui devrait être fait. Donc, c'est ça, c'est de ça que je parle quand je parle de travail invisible d'intégration. Ce qu'on note aussi depuis quelques années, c'est que très souvent, il y a une accélération des violences conjugales et familiales dans la période post-arrivée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe post-arrivée? Post-arrivée, je sais que vous avez tous, enfin, tout le monde, quand ils arrivent au Canada, il y a ce critère où on doit avoir une certaine somme d'argent pour, soi-disant, survivre les 6 premiers mois. Sauf que tout le monde s'accorde à dire, les intervenants, les immigrants même, que cette somme est trop basse pour pouvoir couvrir justement les dépenses sur les 6 premiers mois. Elle est construite, je pense, cette idée d'avoir cette somme-là sur l'idée que les gens sont employables tout de suite. Mais dépendamment de à quel moment on arrive, surtout en ce moment, c'est vraiment d'actualité, la crise du Covid. Beaucoup d'entreprises et de milieux de travail sont fermés, beaucoup sont en réduction d'effectifs. Et donc, trouver un travail, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive et qu'on ne trouve pas du travail? Ben, cet argent-là, il fond très vite. Et on est stressé pour demain, on est stressé pour les enfants. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller à l'école? Est-ce qu'on va pouvoir acheter ça? Est-ce qu'on va pouvoir payer le loyer? Et qu'est-ce qui se passe? Ce stress-là, il est emmagasiné à l'intérieur de la famille. On a peu de réseaux pour aller justement se vider le cœur, demander des services. On est entouré par des gens très souvent qui sont dans la même situation que nous. Donc, on ne peut pas mobiliser une aide efficace. Et donc, ça se retourne en violence. Puis la violence se nourrit de la violence et ça crée des situations très difficiles. Donc, ce qu'on observe, c'est ou des violences à l'intérieur de la famille, entre les conjoints ou auprès des enfants, qui ou apparaissent après l'arrivée à cause de tout ce stress qui s'accumule et de l'angoisse de qu'est-ce qui va arriver demain, ou s'accélère, c'est-à-dire qu'elle était déjà existante. Puis là, elle trouve un terreau très fertile pour devenir encore plus grave. Donc, tout ce cocktail de situations font que les femmes font face à des situations très difficiles, qu'elles y sont exposées très spécifiquement. Donc, les hommes rencontrent des difficultés analogues, mais ne sont pas amenés à faire le même cheminement avec le même degré de difficulté. Parce que il y a des disparités de genre par rapport aux réalités de naviguer le marché de l'emploi, le monde les interactions sociales fortuites dans la rue ou même plus structurées avec l'école, avec les services de garde, avec les services sociaux, etc. Donc, si on ajoute à cela des difficultés financières qui sont liées à la difficulté à trouver un emploi, puis des difficultés intrafamiliales qui sont liées à la violence, ça crée une situation très difficile. Et je peux vous rencontrer une très forte proportion de femmes immigrantes vivent au moins une de ces réalités, si ce n'est pas la combinaison de toutes ces réalités en même temps, dans les 2 ans après leur arrivée au Canada. Donc, je vais essayer dans ce qui suit au fond de nommer toutes les sources de difficultés rencontrées par les femmes immigrantes et de les détailler. Donc, la charge familiale, la charge de travail invisible des femmes immigrantes, ça vient de quoi? Donc, c'est tout le travail qu'on fait pour le conjoint. Parce que le conjoint arrive, il a un plus gros CV, c'est lui le demandeur principal, il veut trouver un travail, il peut trouver un travail. On sait que s'il trouve un travail, son salaire sera probablement plus gros que le vôtre, parce qu'il y a des disparités salariales au Canada aussi, donc on priorise le conjoint. Mais tout cela a un coût en termes de financier, parce qu'il va falloir occuper un travail, un job alimentaire, un travail alimentaire pour payer les factures, pour aider le conjoint à aller chercher cette requalification. Il faut payer l'école, il faut payer les boîtes à lunch, il faut payer les manteaux d'hiver. Donc, on va faire tout cela pour le conjoint, pour les enfants, parfois pour la famille élargie. Mais les femmes immigrantes, elles ne vont pas cesser d'être la fille de quelqu'un ou la sœur de quelqu'un. Donc, elles vont continuer à s'occuper de la famille au pays, rester au pays. Très souvent, on va laisser des parents âgés
qui ont toujours besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on demande de leurs nouvelles. Donc, on va continuer à faire ce travail-là. On va s'occuper, très souvent, on ne vient pas tout seul, il y a une petite sœur ou un petit frère qui vient faire des études. Donc, on va s'occuper de tout le monde là, et les cousins et les cousines et la communauté élargie. Donc, il y a un travail domestique que les femmes vont devoir faire toutes seules. Parfois, peut-être, elles avaient l'aide de quelqu'un quand elles étaient au pays. Elles vont avoir une charge familiale, s'occuper d'emmener les enfants à l'école, de les ramener de l'école, de retrouver un service de garde, de trouver toutes les choses que je viens de nommer. Tout cela représente une charge mentale parce que le fait de penser, de prévoir à l'avance, de planifier, de chercher des solutions, de faire les apprentissages informels dont j'ai parlé, tout cela représente une charge mentale qui est spécifique aux femmes. Et on continue à s'occuper, comme j'ai dit, de la famille au pays, puis parfois des membres de la communauté élargie ici. Ta maman t'appelle, te dit qu'il y a la petite sœur de la cousine de la voisine qui habite dans ta même ville et qui a des difficultés. Tu ne vas pas dire non, j'ai pas le temps. Non. Tu vas ouvrir ta porte, tu vas appeler la fille, peut-être qu'elle va même habiter chez toi pendant un moment parce qu'elle ne trouve pas de logement. Toutes ces choses-là font partie du vécu de quasiment toutes les femmes que j'ai connues comme amies, comme connaissances, comme des répondantes dans les projets de recherche que j'ai faits. Et c'est une responsabilité. Moralement, il y a une redevabilité à votre communauté, à votre famille. Donc, on ne peut pas s'en dissocier juste parce que en ce moment, je suis en train de m'intégrer. Donc, ça aussi, ça ajoute au travail invisible. On fait toutes, je m'inclus là-dedans, face à ça. C'est un travail qui est important, qui est nécessaire, qui fait partie de votre rôle de personne, de femme, donc de votre rôle dans votre communauté, parce qu'on ne cesse pas d'être qui on est juste parce qu'on a immigré au Canada. Vous continuez à être quelqu'un qui appartient à votre culture d'origine, à votre pays d'origine, à votre société d'origine, puis ce rôle implique des responsabilités comme celle-ci. Donc ça, c'est en ce qui concerne la charge de travail social, domestique, familial, communautaire en général. Les préjugés sont un gros, gros morceau. On n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je vais en reparler plus loin. Je me rappelle quand je suis venue au Canada, j'ai moi aussi reçu des formations par des intervenants dans les centres qui offrent de l'aide, de l'accompagnement aux nouveaux arrivants. Puis l'intervenante qui nous avait reçus a dit « Oui, il y a des préjugés. » Donc, tout le monde le reconnaît, il y a des préjugés. Ces préjugés peuvent parfois aider. On fonctionne tous sur des préjugés. Quelqu'un qui arrive en boitant, il a un bobo dans sa jambe. C'est un préjugé, c'est une idée préconçue. Tu n'as pas encore regardé la jambe, tu n'as pas ausculté la jambe, mais tu sais que la personne boite, donc il se passe quelque chose avec sa jambe. C'est un préjugé. Le préjugé devient négatif quand tu te fais une idée qui se généralise à toute une communauté. Les Africains, ils sont ci et ça. Les Arabes, ils sont ci et ça. Les Asiatiques, ils sont ci et ça. Ça, c'est un préjugé qui est négatif. Donc, il y a beaucoup de préjugés qui sont liés à la culture et au pays d'origine. Donc, les gens qui viennent de tel pays, ils sont ci et ça. Souvent, c'est des préjugés qui sont faux. Mais il y a une double confrontation quand on est l'objet de ces préjugés-là. C'est que, on ne s'attend pas. Nous, on se voit d'une manière différente. La personne se voit telle qu'elle est, puis elle découvre que les autres peuvent la voir de cette manière. Il y a une raison pour laquelle ce préjugé existe. La personne qui applique ce préjugé sur vous a dû l'apprendre de quelqu'un, il a dû lui arriver une expérience négative et elle pense que toutes les personnes qui te ressemblent peuvent avoir ce comportement-là. Ce sont toutes des raisons qui ne sont pas très bonnes, pas très intelligentes, mais le préjugé existe. Et donc, tout en découvrant qu'on peut être soumis à ces préjugés, on doit apprendre à y faire face, à y répondre d'une manière constructive et à nous en sortir parce que ces préjugés peuvent représenter une barrière pour la réception de certains services, pour trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre, etc. Il y a très souvent, pour les familles migrantes racisées, des préjugés par rapport au rapport de couple. Je peux parler pour la communauté à laquelle j'appartiens. Moi, je viens du Maghreb. Il y a un préjugé très tenace que les hommes maghrébins sont très violents envers leurs conjointes. Tous. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Il y a des hommes maghrébins qui sont malheureusement violents à l'encontre de leurs conjointes et de leurs enfants. Mais ça veut pas, c'est la généralisation qui est erronée et qui est négative. Donc, il y a souvent ce préjugé-là. Ça m'arrive encore au moment de recevoir certains services. Donc, parfois, c'est dit d'une manière discrète. Donc, si on est conscient, on va s'en rendre compte, mais ça passerait inaperçu si vous n'êtes pas concentré sur ça. Mais parfois, ça va être vraiment dit d'une manière très directe et très blessante. Je peux partager un exemple. J'ai des enfants, j'ai un petit garçon qui est né avec une tache rouge sur le visage. C'est une tache de pigmentation plus foncée. Elle est rouge,
Elle est sur sa joue ici. À chaque fois que je vais voir un médecin et que je suis reçue par l'infirmière de triage, s'il s'agit d'une nouvelle infirmière qui ne nous connaît pas, elle va m'en demander ce que c'est parce que c'est un coup. Il est tombé, c'est de la négligence. Pourtant, c'est marqué sur son dossier que c'est un hémangiome, c'est une malformation de la peau, c'est très connu, c'est très bénin, tout le monde en a quelque part dans le corps. Lui, il a la malchance d'en avoir une toute petite sur le visage. Il est très cute par ailleurs, mais, mais à chaque fois que nous allons voir un nouveau médecin, je sais qu'il y aura un moment où il faudra que j'explique que c'est une tâche de naissance. Donc, il y a cette idée que je sais que ça s'applique probablement à toutes les personnes qui vont recevoir un soin de santé parce que c'est aussi le rôle des professionnels de la santé d'identifier des abus potentiels. Mais je pense que quand on est une famille de la diversité, disons qu'on a plus de risques de voir cette exploration s'attarder davantage et être un peu plus méticuleuse. Donc, et il y a aussi des idées préconçues sur les capacités des uns et des autres selon leur ethnicité ou leur genre. Donc, les femmes, ça va faire des enfants. Ça a des jeunes enfants, ils vont être malades. Non, 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 je ne veux pas d'une femme parce qu'elle va être absente très souvent. Si c'est une femme racisée, c'est qu'elle en a beaucoup des enfants. Hein? Les Arabes, il faut... je dis des choses horribles, je ne le pense pas, je suis désolée, je préviens tout de suite. Mais ce sont des choses que j'ai entendues de la bouche de certaines personnes. Puis je ne veux pas non plus être pointer un doigt accusateur sur des intervenants blancs. Donc, c'est quelque chose, c'est des préjugés qui sont partagés par tout le monde. Je les ai entendus même à l'encontre d'immigrants maghrébins, par exemple, de la bouche d'intervenants maghrébins. Donc, c'est des préjugés qui sont universellement partagés. Ils sont faux. Et ils causent des dommages. Ils ne sont pas positifs pour vous. Vous pouvez y résister. On va discuter de stratégies efficaces pour les adresser. Donc, il y a des idées préconçues qui peuvent faire en sorte que ça peut représenter une limitation d'accès à certains services. Ça peut être une barrière pour travailler dans certains secteurs parce que les gens pensent que je ne vais pas être assez bien, je vais être absente tout le temps, surtout pour les femmes, etc. Une bonne stratégie, ce serait d'en parler directement, de les adresser. J'ai 2 jeunes enfants, ils sont indépendants, ils vont à l'école, j'ai beaucoup de temps, je veux faire ça. Donc, quand on sait que ce sont des choses que possiblement un potentiel employeur peut penser de vous, c'est bien de les adresser directement dès le départ, sur un temps qui rassure sur notre capacité justement à faire face à ces défis-là et à les surmonter. Et donc, pour pouvoir justement développer une stratégie efficace, il faut les nommer, il faut les voir, il faut les deviner dans la manière dont certaines choses se déroulent, certaines rencontres se déroulent, etc. Donc, être conscient que ça existe, ne pas vraiment se concentrer là-dessus au point que ça devienne un handicap pour vous, que ça vous décourage d'aller vers certains emplois, etc. Mais il faut en être conscient pour trouver le temps juste et la manière juste de les dépasser. Il y a clairement aussi un racisme masqué qui est difficile à nommer. Parfois, on arrive quelque part, les gens vous garochent les papiers, vous parlent de haut, ne répondent pas à vos questions, ne vous regardent pas quand ils vous parlent. Vous savez qu'il se passe quelque chose. Parfois, vous savez qu'il se passe quelque chose parce que vous avez un accent ou parce que je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas dire pourquoi exactement, ni quoi exactement. Si vous décidez de porter plainte, vous portez une plainte contre quoi? La personne vous a parlé mal, vous n'avez pas dit bonjour, mais vous savez que c'est peut-être du racisme. Ça arrive. Vous n'êtes pas fou. Je pense qu'un des résultats les plus prévisibles dans ces situations-là, c'est que la personne est comme, OK, est-ce que je suis la seule à voir ça ou est-ce que les autres aussi voient ça? Est-ce que je suis la seule à subir ça? Je vous le dis dès maintenant. Quand ça vous arrivera, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas le seul. C'est probablement du racisme. Les personnes qui ont des préjugés racistes existent. Ce n'est pas l'apanage des personnes blanches. Le racisme est quelque chose qui est très contagieux, qui nous affecte de manière insoupçonnée et très subtile. Donc, il faut juste en être conscient, le nommer, pour pouvoir y réagir d'une manière efficace et pacifiée et constructive. Donc, ce racisme peut, par exemple, être la cause d'exploration plus intrusive sur les cas de violence et de maltraitance. Je donne un autre exemple. Quand j'ai accouché de mon premier enfant ici au Canada, quelques jours avant d'accoucher, je me suis brûlé la main.
un plat à peine sorti du four est resté collé sur mon avant-bras, puis j'avais une marque de brûlure sur le bras. Je suis arrivée en douleur à l'hôpital. J'avais des contractions, j'étais en train d'accoucher. L'infirmière était plus concernée par la tache de brûlure sur mon bras que par Mon tout le Dieu. reste. Ouais. Et ce que je veux dire, ça veut dire, je veux pas que vous restiez bloqués sur cet aspect de ma manière de présenter le racisme. Les personnes qui pratiquent ce type de préjugés il y en a qui le font parce qu'ils adoptent une idéologie raciste, etc. Ils ont des croyances de ce genre. Mais il y en a beaucoup qui le font avec des bonnes intentions. Cette personne-là pensait qu'elle se disait, si elle subit des violences, c'est moi qui vais l'aider. Et donc, elle s'est occupée de ça en premier. Est-ce que c'est votre mari? Donc, ça partait d'une bonne intention. Un peu plus de tact m'aurait aidé, moi, à naviguer cet incident d'une manière un peu moins traumatisante. Parce que ça m'a choquée, me blessée qu'elle puisse penser que mon conjoint, qui est une personne adorable, puisse être quelqu'un de violent. Et qu'il puisse me violenter. Parce que ce n'est pas seulement le conjoint qui est vu négativement, c'est vous aussi. C'est comme ça qu'on a tendance à le prendre aussi, qu'on se dit, mais pourquoi pense-t-elle que je serais quelqu'un qui accepterait d'être violenté? Je sais que ça ne fonctionne pas, on sait que tout le monde peut subir de la violence et tout le monde est comme figé par la violence quand ça arrive, mais c'est toujours un choc de se voir à travers ce regard racialisant-là, de se voir comme étant quelqu'un qui subit des choses négatives. C'est toujours un choc, surtout quand on n'est pas là pour ça. J'étais là pour autre chose et voilà. C'est un exemple parmi d'autres sur comment, quand on voit arriver quelqu'un appartenant à une certaine communauté qui a ce préjugé que, par exemple, la violence est hyper présente dans cette communauté-là, ça peut lancer cette mécanique de « j'offre ça en premier », alors que ce dont moi j'avais besoin, c'était qu'on s'occupe de m'aider à donner naissance à mon enfant. Mais bon, c'est ça. Donc, les préjugés, le racisme vont influencer pour beaucoup les manières dont certaines personnes en position d'autorité vont interagir avec vous. Très, très souvent, ça part d'une bonne intention. Très rarement, il y a un préjugé raciste, clair et bien énoncé derrière. Dans les deux cas, vous n'êtes pas seul, vous ne rêvez pas. Il y a des solutions, il y a des manières de réagir à ça d'une manière efficace. Donc, une autre barrière qui est vraiment très surprenante, c'est l'expérience des autres et les conseils, les mauvais conseils des autres. Très souvent, on arrive, on va aller chercher des gens qu'on connaît, des gens de notre communauté, parfois quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, et ils vont nous dire « Oh, fais surtout pas ça, va surtout pas là-bas. Moi, j'ai fait ça et c'est super. » Et donc ça a deux effets négatifs. Un, ça ne marche pas pour tout le monde. Parce que ce qui est bon pour ton cousin ou ton voisin n'est peut-être pas bon pour toi. Ce qui a été bon pour lui il y a 10 ans n'est peut-être pas aussi bon pour toi maintenant, ici et maintenant, si tu arrives cette année. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, supposons que ce soit un bon conseil et que ça marche pour vous, ça crée une sorte de, excusez le terme, une sorte de ghetto professionnel. On va trouver, par exemple beaucoup de femmes maghrébines sont dans les services de garde familiaux. Toutes, une grande majorité ont des services de garde familiaux parce que ça marche, parce que c'est beaucoup plus flexible pour avoir un revenu stable tout en pouvant s'occuper de sa famille, etc. Mais ça fait qu'il y a comme une sorte de spécialisation ethnique pour un domaine donné. Quelqu'un travaille dans tel domaine, puis il recrute, il va ramener tout. Donc, si c'est quelque chose que vous cherchez, c'est bon. Mais si ce n'est pas quelque chose que vous cherchez juste la facilité d'être avec des gens de votre communauté, mais vous renoncez aussi à un rêve, à un projet professionnel, c'est peut-être pas une bonne chose pour vous. Donc, les mauvais conseils et les mauvaises expériences et les échecs des autres ne devraient pas être le guide selon lequel vous décidez de ce que vous voulez faire dans les années à venir après votre installation. Moi, on m'a dit, vous voulez faire une thèse, vous ne trouverez jamais un poste. J'ai un poste à l'Université d'Ottawa. C'est pas impossible. Il faut juste poser la question aux gens qui vont me donner justement les bons conseils pour que je puisse avancer de manière saine et avec succès dans mon projet. Donc, cherchez, écoutez les questions, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous écoutiez pas tous les conseils qu'on vous donne. Parfois, les mauvais conseils vous disent aussi les chemins à ne pas suivre. Donc, écoutez, mais c'est à vous de décider de qu'est-ce que vous voulez aller
c'est quoi la voie que vous devez suivre. Puis il y a des paramètres qui vont vous aider à décider qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas. Sonia, Oui. je vais juste préciser pour nos, nos participantes que la présentation, on va la partager à la fin de la séance. Donc, Il y a beaucoup de elles pourront questions. revenir dessus, oui. Elles pourront Oui, revenir oui. dessus. Si elles ont d'autres questions, on pourra les poser. On a largement dépassé les 30 minutes de présentation, mais je pense qu'on va commencer à prendre les questions des gens en même temps que tu continues ta présentation pour que ça soit, pour leur permettre de participer un peu. Ça te va? Oui, oui, ça me va parfaitement. Parfait. Donc, il y avait Shane qui voulait poser une question, mais elle est anglophone. Je pense que je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse rapidement poser sa question. OK. Oh, yeah. Hi, hello. My name is Chen. Sorry, my French is not good enough. I have to use English. So I just feel there are a lot of discrimination and also harassment at work. So I started working for federal government since 2008. And so there's a lot of harassment, discrimination at work. And for example, like a few years ago, like so I was sick, but even the manager does not allow me to go to see doctor. Actually, I only have 2 appointments a month, and she even said to labor relationship, I have too many appointments. Then I contact to union, and but finally, you know, she taken a revenge, you know, and give me so bad performance you know, assessment. So because that's too much stress, you know, I was on medical leave for 2 years, but last year when I come back to work, things were even worse because I have medical conditions. And when the doctor gave me a time schedule to follow, that was too much for me. I could not apply perfectly, but it takes time to go to a doctor appointment to revise the time schedule. For maybe, it took me 2 weeks. Just during these 2 weeks, the management, you know, including the manager, director, keep threatening to terminate my my employment. I don't know, like I just feel like they don't have a heart. They never be sick. You know, I'm sick. You know, and come back home, instead of giving me the help and the support, they keep threatening to fire me. So finally, I get my doctor's medical note and just slow down the time to return back to work. And finally, it took me 1 year to be full-time. So this is what the harassment. And also, so I work for federal government for more than 10 years. I have 2 master's degrees. So I never get a promotion, although I'm fully qualified education experience. So I pass all the exam in the pool that is 2 level higher. So according to my experience in education, I should be the position of at least 2 level or 3 level higher. But talk to the manager and the director, they say, oh, I don't have a position for you. I don't know if they're lying or not. And also I send my resumes around. I could not go anywhere. Like, it's hard for me to move around. I just have a feeling, kind of like they feel, oh, you are not from here. It's already good enough to give you a job as entry level. Don't even think about you can go higher. Like, they even, you know, just like the professor's presentation, there's a preconceived, you know, perception for me as an entry level. I have a feeling they just try to use me to produce so much work because I think I'm important employee because I answer the media's request. And also I'm a statistician. I conduct statistics analysis and write a report that is 60 pages long. And I'm also have 1 publication. These are all very good job, but my manual value never be recognized. They were just, they just say, oh, just give you an entry level job. It's good enough. You know, I just like, it's all of this stress and discrimination. And whenever how hard I did, even in the pandemic, so I work overtime in order to do the media's request, and the media's request continues for 3 or 4. It's too much. So I talked to a manager, could you maybe let someone else to share my workload? And I also asked my doctor to write a restriction about reduce work stress. But still, it's not good enough. For them, whatever how hard I work, it's never be good enough for them. They never give me any like positive feedback. They say, oh, you haven't reached your full-time capacity, because I just want to say something nice. Thank you so much, you know, help me return back to work. They, oh, you haven't reached full-time. Je vais te laisser parler maintenant. Yeah, it's never be good enough for them. So it's huge stress. I just feel like discrimination, you know, and harassment. But
I even could, I could not trust anyone. I tried to let union to get involved and things get worse. So in order to survive, I just can't endure. I just like do the work and say nothing. Keep the entry level maybe forever, something like this. It's hard for female immigrants for surviving. Yeah, I feel. I hear you. I mean, I'm sorry for your health issues and for the terrible situation you're going through. Yeah, that's why I was sick. Yeah. From what I hear, it kind of sounds like a very toxic workplace. Yes, yes. And my first reaction would be to run away. I know that it's not always an option. You have to make a living. Sometimes you invest so much effort and time in your attempts to overcome the situation that it seems kind of totally not something you could consider seriously, to leave all that to yeah. I could not find any place to go. I keep sending my resume, like my other impression is that all the toxicity that you're going through impacted your like the way you see the full situation. We tend to see everything like all is dark, all is negative, right? Yeah. The first advice that I give you, if you haven't already done that, would be to seek for counseling. Like meet someone, a mental health professional, to help you heal down, like calm down and heal from everything that's going on and the way you're receiving all this toxicity in yourself. Problems related to work are not supposed to make you feel miserable, are not supposed to make you doubt of yourself, are not supposed to like break your self-esteem. This is not what work is supposed to do to you. We all face problems in our professional settings. It remains professional problems, and there are professional ways to respond to them. It's not supposed to make you sick. So heal from all the disturbance, the sickening effects of the situation on your body, on your mental health. This is the first emergency that I would recommend for you to do. Yeah. And then there are different ways and strategies to find another job. So once you'll become calmer, more resilient in front of this situation that is not easy, and that unfortunately is quite common. Oh, it's quite common, actually. Yeah. So okay. Once you calm down, because when you're caught into emotions, you cannot take good long-term decisions. Yeah, yeah. If you want, we can discuss further after this presentation is over, and I could refer you to people who could help. Okay. Yeah. So okay. Thank you. Thank you so much, Professor. But as I told you, if you've tried every legal, constructive way to respond to these practices and it didn't work, you might consider to leave, and probably you'll need help to find another place where you would find an equivalent job, or maybe a job that is a better fit for your qualifications that seem to be quite high. And I can tell you that it's also very requested in the field where I am. We're looking for people who do quantitative research, and there are not many of them. So you might probably consider other places or spaces where there's an openness to who you are as a professional, but also an openness to the qualifications, to the expertise that you have. I can only for now send you a lot of good vibes, because it's not an easy situation, and I feel you, and I trust that your judgment is not wrong, like your judgment of the situation, and I understand that it's not easy to face that. But sometimes when you really kind of explore everything that could be possibly done to fix the situation and it's not fixed, you're probably like wasting your energy in a place that is not fit for you and for yourself, for your mental health, for your also professional advancement. You might consider to leave and to seek for something that is a better fit for yourself.
And I'm pretty sure because I've worked with organizations where racialized immigrant women are happy. Racialized immigrant women are considered in their expertise. So I know that these places exist, probably not in the specific unit you are at right now. I know that you have limited means to move from that place. So we could collectively try to find someone or some organization who could help you to leave that setting. But it's clearly not a healthy place to be for you right now. Yeah, okay. Thank you very much for your advice. Yeah, thank you. Yeah, my email is on the last slide if I get there. So email me. What I will do is that after the meeting, I will send your email to Sheng so that she will be able to share with her all you want, like information, so that who can help her. Yeah, that can help her. Sure. We have a request from Hélène. Donc, je vais reprendre en français pour permettre à tout le monde de suivre. Donc, il y a Hélène qui te demande si tu peux juste résumer en français pour ceux qui sont là et qui n'ont pas pu suivre la discussion avec Sheng, juste pour qu'ils puissent comprendre les conseils que tu lui as donnés. OK. Donc, oui, j'allais parler de ça plus loin dans un des prochains slides, mais je vais peut-être en parler maintenant, c'est pas grave. Moi, quelque chose que je constate beaucoup quand je travaille, ou que les questions de racisme remontent dans mon travail, là, émergent quand je fais des entrevues, etc., c'est le déni. Non, c'est du racisme par ignorance, les gens ne connaissent pas, je sais pas, la partie du monde dont vient la personne. Ils ne sont pas conscients, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme moi, c'est parce que j'ai un accent. On essaie toujours de minimiser, de limiter. Le racisme, c'est le racisme. La définition est claire, exacte et précise. Il y a de la recherche qui documente ça. Il y a des lois au Canada qui interdisent certaines pratiques. Donc, quand c'est clair pour vous que c'est du racisme, il ne faut pas le nier. Le nommer vous aidera même mentalement et émotionnellement à vous sentir mieux parce que ça déplace la responsabilité de ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui ai fait une faute ou ce n'est pas seulement moi qui ai fait une faute parce qu'on a le droit de faire des fautes et d'apprendre de nos fautes. C'est ça les milieux professionnels, ce n'est pas des milieux parfaits. Les gens font leur apprentissage, il leur arrive de ne pas être très en forme et de faire des fautes, etc. Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal. Donc, c'est des milieux qui ne sont pas acceptants de qui vous êtes, etc. Quand ça arrive, ne niez pas que ça arrive. Nommez, mettez le nom. Le mot fait mal, mais il faut le nommer. Ça, c'est la première chose, reconnaître. Je trouve que la grande difficulté que beaucoup de communautés ont, par politesse, par pudeur, c'est de ne pas nommer, de ne pas accuser l'autre qui nous reçoit. Parce qu'il y a indirectement cette idée qu'on est reçu ici comme des invités. Il faut sortir de cette dynamique. Je voudrais aussi faciliter un autre concept, le white supremacy, la suprématie blanche. Donc, quand on parle de white supremacy, très souvent, les gens ont en image des gens qui sont habillés avec des habits du Ku Klux Klan qui tuent des personnes noires, etc. C'est pas ça, la white supremacy. C'est pas seulement ça, je veux dire. Le white supremacy, quand quelqu'un est convaincu que tu n'es pas capable de faire quelque chose juste parce que tu es noir ou asiatique ou arabe ou autre. Donc, à cause de ta couleur de peau, tu n'es pas capable, qu'il est mieux que toi, qu'il sait mieux que toi, qu'il est plus expert que toi, qu'il est meilleur. C'est ça le white supremacy. Donc, à toutes les fois où quelqu'un se sent écrasé juste parce qu'il appartient à une certaine communauté, où il parle une certaine langue, où il a une certaine pratique religieuse, où sa couleur de peau est différente, plus ou moins foncée que la moyenne des natifs du groupe dominant ici au Canada, c'est de la suprématie blanche. Il faut la nommer, il faut la reconnaître. Parce qu'on ne peut pas soigner un mal qui est diffus, qui n'est pas nommé. Il y a des moyens. Le syndicat, s'approcher du syndicat est une solution pour connaître vos droits, les politiques de votre organisation ou institution par rapport à toutes les choses que Cheng a nommées. L'avancement, la toxicité des rapports de travail, des évaluations corrosives pour vous. On vous dit, c'est pas bon votre travail. Puis vous êtes en train de mourir, de vous tuer à la tâche, puis c'est toujours pas bon. C'est ça la suprématie blanche. Donc, éduquez-vous sur vos droits et sur les réglementations et les politiques de vos milieux de travail. C'est la meilleure manière de se protéger. Il y a un grand travail qui doit être fait sur vous. Ce n'est pas de la politesse que d'ignorer le racisme. Ce n'est pas de la politesse. La politesse ne devrait pas être une raison pour ignorer ou accepter certains comportements.
très souvent, c'est plus facile de se battre contre ces choses-là quand elles arrivent au début. Donc, si quelqu'un fait quelque chose avec vous, vous laissez passer, vous fermez les yeux, puis il le fait une deuxième fois, puis il ou elle le fait une troisième fois, puis ça continue, c'est beaucoup plus difficile après que la personne se soit habituée à vous voir accepter le comportement négatif. Donc, c'est mieux de réagir au début, de montrer que vous n'êtes pas quelqu'un qui accepte. Il y a beaucoup à faire sur le ton. Donc, quand je vous dis résister et reconnaître et ne pas vous laisser faire, ça ne veut pas dire monter aux barricades et faire une bagarre et frapper des gens ou insulter. Ça veut juste dire montrer à la personne que vous êtes consciente, montrer à la personne que vous connaissez vos droits et suivre les voies légales pour que vos droits soient respectés. S'il faut porter une plainte au syndicat, faites-le. S'il faut porter plainte devant la justice, faites-le. Et je pense, ça n'engage que moi, c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très spécifique à la culture canadienne, c'est le respect des lois et des institutions. Si vous avez droit, si vous avez un droit que les lois antiracistes protègent au Canada, vous aurez gain de cause. Ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, ça arrivera dans quelques années parce que les procédures judiciaires parfois prennent du temps, mais vous aurez gain de cause. Donc, suivez les voies légales, mais ne vous laissez pas faire. Très souvent, il y a une jurisprudence en ce moment au Canada, and I say this also for Cheng because I haven't shared it the first time. There's jurisprudence in Quebec. I plan on asking you, but this is something we might discuss privately. There's a jurisprudence in Quebec right now on harassment on the workplace. Il y a une jurisprudence au Québec, en tout cas, et dans le reste du Canada, sur les pratiques de harcèlement liées au racisme au milieu de travail. Donc, ne soyez pas effrayés d'aller en justice. Il y a des groupes, quand c'est quelque chose qui est conséquent, quand c'est vraiment, comme dans l'expérience qui a été partagée, des pratiques qui durent depuis 10 ans. Demandez conseil à des experts. Il y a des gens qui se spécialisent sur les aspects légaux qui sont reliés à ça. Il y a des groupes qui aident les personnes qui désirent porter plainte. Il y a des groupes qui vont vous aider à comprendre vos droits. Donc, peut-être pas aller jusqu'à porter plainte, mais au moins savoir naviguer la situation, savoir négocier ça s'il y a une rencontre de conciliation. Comment écrire une lettre où vous faites valoir votre droit. Je pense que beaucoup de situations sont facilitées. Donc, de situations où le racisme prend beaucoup de place dans certaines expériences de femmes immigrantes racisées pour deux choses. Un, que les personnes ne semblent pas connaître leurs droits et tous les mécanismes qui leur sont offerts justement pour se protéger professionnellement, pas assez bien. Et deux, parce que par politesse ou par peur ou par courtoisie ou parce qu'on se sent intimidé, on ne va réagir quand les choses deviennent intenables, quand ça devient insupportable. Donc, il ne faut pas laisser les choses, les choses s'aggraver. Il faut réagir. Et réagir, ça veut dire parfois tout simplement dire « je n'accepte pas ce type de comportement, je n'accepte pas ce type de blague, je n'accepte pas que vous touchiez mes cheveux. C'est inacceptable que vous fassiez des blagues sur des gens qui appartiennent à ma communauté en ma présence. » Je partage un exemple très, très récent et très basique. Il y a le chef du parti du NPD, très récemment, qui, je ne veux pas dire des bêtises, je pense que c'était dans une rencontre parlementaire, qui a accusé un autre député d'avoir tenu un propos raciste. Il a été obligé de quitter l'audience et on lui a demandé de s'excuser. Il a été traité assez, tous les médias au Canada ont parlé de ça, ça s'est passé il y a une semaine ou deux. Tous les médias ont parlé de ça, il s'est trouvé, on lui a demandé de quitter l'audience, on lui a demandé de s'excuser, etc. C'est pas agréable pour quelqu'un qui est sur le devant de la scène médiatique et politique. Il y a des gens qui se sont tenus en sa faveur, qui ont dit oui, c'était une idée raciste, puis il a raison de dire ça, puis d'autres qui étaient contre lui, qui ont dit non, c'est pas du racisme, etc. Mais il l'a fait. Est-ce qu'il a il a perdu son emploi ou son poste? Je pense pas. Donc parfois, il faut juste nommer les choses et
stand for your ideas. C'est une des meilleures défenses. C'est de dire, je ne suis pas le type de personne qui peut accepter de se faire traiter en citoyen de seconde zone. Juste le dire. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si c'est nécessaire d'aller plus loin, allez plus loin. Mais moi, mon conseil, ce serait, si vous êtes dans un milieu de travail qui est toxique, quittez. Parce que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de se ruiner la santé et de se trouver coincé dans des procédures judiciaires très longues qui vont vous affecter davantage, qui vont nuire encore à la qualité de l'ambiance de travail dans laquelle vous évoluez. Aucun travail ne mérite ça. Donc, protégez-vous, protégez votre santé mentale, protégez-vous. Mais ça ne veut pas dire renoncer à poursuivre les recours gracieux ou les recours en justice. Recours gracieux, c'est quand vous faites une plainte à l'interne. Vous envoyez une lettre, vous dites « je ne suis pas content, ça ne devrait pas se passer comme ça, j'ai des droits, j'aimerais m'en prévaloir », des choses comme ça. Donc, ne renoncez pas à ces recours-là parce que ces recours-là vont permettre de nommer les problèmes qui existent dans ces milieux de travail, de pousser les gens qui sont en position de décision à faire ce qu'il faut pour changer la situation existante, vont pouvoir, peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais s'il y a un bully, s'il y a quelqu'un qui est raciste et qui intoxique le milieu de travail, ça va permettre de, si toutes les personnes qui ont subi son comportement, le comportement de cette personne-là, si vous êtes plusieurs à avoir porté plainte, la personne qui va venir après vous, si elle porte plainte, elle va avoir gain de cause. Au bout d'un moment, on va comprendre que on ne peut pas accumuler autant de plaintes pour rien. Vous comprenez? Mais si tous ceux qui, avant vous, toutes les personnes racisées qui arrivent dans votre milieu de travail, qui subissent ça, se taisent, il n'y a aucun moyen de nommer le problème. Donc, moi, ma stratégie, c'est de nommer la chose avec clarté, avec des termes clairs. Je pense que ça, c'est du racisme. Nommez votre sentiment. Je me sens humiliée. Je sens qu'on ne me reconnaît pas à juste valeur. Et dites qu'est-ce que vous attendez. J'aimerais que ce comportement s'arrête. Puis enfin, le quatrième conseil, la quatrième étape, dites ce que vous allez faire si ce n'est pas résolu. Si ce problème n'est pas résolu, je vais suivre telle voie et telle voie. Donc ça, c'est la première étape quand vous parlez, quand vous adressez de manière frontale pour la première fois le problème que vous rencontrez. Sachez que dans cette démarche, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'organismes qui donnent de l'aide et de l'information. Ils vont vous informer sur vos droits. Ils vont vous apporter, quand c'est nécessaire, un service de counseling parce que c'est une souffrance de vivre des épreuves comme ça. C'est une souffrance pour quiconque vit du harcèlement au milieu de travail. C'est encore plus malaisant quand c'est motivé par le racisme. Ils vont vous donner de counseling, ils vont vous aider à vous protéger mentalement, à protéger votre santé mentale, mais ils vont aussi vous aider à naviguer pour choisir c'est quoi l'option que vous avez choisie. Est-ce que vous avez quitté votre travail, trouvé un autre emploi? Est-ce que vous voulez porter une plainte, etc. Moi, je vous encourage dans tous les cas à notifier, c'est ce que je viens de dire, nommer ce qui se passe, nommer ce que vous ressentez, nommer ce que vous attendez et nommer ce que vous allez faire, l'écrire dans une lettre officielle et l'adresser à votre supérieur, la personne en charge, même si vous avez décidé de quitter. Pourquoi? Parce que cela servira à l'autre personne racisée qui viendra possiblement vous remplacer. C'est comme ça que les milieux évoluent. C'est aussi votre responsabilité de mettre fin à certaines pratiques qui sont motivées par une idéologie raciste, celle de nommer et de mettre fin. Ces choses-là ne s'arrêteront pas si tout le monde a peur ou se sent intimidé, etc. Je reconnais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas une situation dans laquelle on aimerait se retrouver. Mais c'est un mal qui est nécessaire. C'est quelque chose qui doit être fait. Et essayez d'imaginer que c'est quelque chose qui va être fait au profit de tous. On a on a un message, beaucoup de messages d'encouragement pour Cheng. On a Cassandra qui dit Hope the best for you, Cheng. Thank you for sharing a sad but common situation. Your resilience clearly shows, sending you a good vibes. Donc après, il y a Alda aussi qui lui demande de pouvoir s'adresser, je pense, au syndicat. Elle a donné le nom plus bas où on peut s'y adresser, le EAP, Employee Assistance Program. C'est anonyme et c'est valable 24 heures sur 7. Donc, Cheng, tu as beaucoup de ressources qui sont valables et tu pourras discuter aussi avec Sonia pour avoir plus d'informations. En dehors de… Oui. La chose que j'aimerais ajouter, c'est que parfois dans les syndicats
il y a souvent des groupes de personnes racisées. C'est le POC, caucus, quelque chose comme ça. Très souvent, vous allez pouvoir parler à ces personnes-là avec beaucoup moins de filtres, beaucoup moins de stress et de peur d'être mal perçu parce que peut-être le représentant syndical est une personne blanche, peut-être que vous avez peur de nommer certaines choses devant elle ou lui, ou vous vous sentez gêné. Donc, s'approcher de ces groupes-là permet aussi d'avoir des solutions et des conseils qui sont culturellement qui sont informés par une approche antiraciste et anti-oppressive et peut-être aussi par une approche culturelle. Donc, cherchez-les. Très souvent, on n'est pas conscient de toutes les ressources qui existent à l'interne, mais aussi à l'externe. Dans la communauté, il y a d'autres groupes qui peuvent offrir aussi du conseil, etc. Il y a Michel qui a complété, qui est à la FIU, qui a complété qu'elle peut aussi contacter la Commission des droits de la personne. Donc, il y a aussi des ressources à la FIU qui peuvent t'aider. Alors, Sonia, on a largement dépassé les 1 heure de présentation, mais il y a des questions que j'ai bien envie de te poser avant qu'on ne puisse conclure. Okay. Il y a Myriam qui a partagé d'expériences avec son enfant qu'elle n'a pas vu depuis le mois de mars parce qu'elle est ici et qu'elle doit travailler et qu'elle a un gros problème de francisation quand tu parlais par rapport à l'adaptation dans le nouveau milieu culturel. Donc, je l'ai informé qu'au niveau de la FIU, on avait des cours de francisation à temps partiel qui pouvaient l'aider. Et j'ai donné le contact dans le chat pour tous ceux qui sont intéressés. Et Myriam m'a demandé comment faire face au racisme. Je pense que tu en as donné beaucoup d'outils dans les développements que tu as fait, mais je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Je pense que peut-être que quelqu'un avec une autre expertise dirait autre chose, mais moi, ce que j'observe sur le terrain, surtout pour des gens qui viennent d'arriver, des nouveaux arrivants, et même des moins nouveaux arrivants, des personnes immigrantes qui sont là depuis un long moment, il y en a très peu qui vont oser parler frontalement de racisme. C'est souvent leurs enfants qui vont en parler, qui vont militer. Il y en a certains qui sont super connus dans les médias au Québec et au Canada, qui sont connus comme des militants antiracistes très, très médiatisés. Mais les parents, la génération des parents va être beaucoup plus timide. On a vraiment cette idée qu'on est les invités dans la maison de quelqu'un d'autre. Culturellement, il y a beaucoup de traditions et de cultures qui vont trouver que c'est pas très correct, c'est pas très poli d'adresser aussi frontalement des choses négatives comme le racisme. Et il y a aussi clairement un manque d'éducation sur qu'est-ce que le racisme, comment il s'exprime, et sur les manières d'y résister. Et donc, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, désarmés. Je parle de moi-même aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris au contact de groupes, de militants, de groupes d'associations et de groupes communautaires, de certains militants, de certains amis, et beaucoup de lectures. Donc, il y a un travail qui est à faire sur soi. C'est sûr qu'on doit choisir ses luttes. On ne peut pas se battre contre tout frontalement et on ne peut pas gagner contre tout. Donc, il y a un travail qui est à faire sur soi, sur quelles sont les batailles qu'on veut et qu'on choisit de relever. Est-ce que c'est toutes les batailles? Pour certaines personnes, c'est leurs enfants. Tout ce qui touche à leurs enfants, ils deviennent fous. Donc, choisissez vos batailles. Choisissez-les sans aucune culpabilité. Vous pouvez, ce que vous trouvez, s'il y a des choses avec lesquelles vous pouvez vivre et que vous n'avez pas envie de consacrer votre énergie à ça, c'est correct. Vous n'êtes pas un traître à la cause antiraciste. C'est correct parce que c'est votre vie, parce que c'est votre énergie, etc. Choisissez vos batailles, choisissez vos alliés, informez-vous, éduquez-vous, trouvez de l'aide, trouvez aussi des soins. Parce que ça a un effet énorme sur votre santé mentale. Il ne faut pas le nier. Et parfois, il est très difficile d'y faire face tout seul. Donc, trouvez des thérapies ou trouvez de l'accompagnement. Il y a des services qui sont disponibles gratuitement dans la communauté, enfin, relativement, mais c'est possible de les identifier. Si vous n'avez pas d'argent, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Il faut juste nommer les choses et nommer votre besoin et l'urgence de votre besoin. Donc, les deux choses que je recommanderais, c'est vraiment de ne pas rester seul face à ça. C'est très difficile de faire face à ça. C'est très destructeur, le racisme. C'est très destructeur. Vous allez voir que parfois, même dans votre famille, des gens vont reproduire cette réaction de déni. Mais non, mais ce n'est pas du racisme. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ces gens-là. Essayez de trouver des gens qui sont capables de comprendre votre expérience et de vous aider à y faire face. Prenez soin de vous mentalement, je le répète depuis tout à l'heure.
Puis moi, mon autre stratégie, c'est vraiment institutionnellement de le nommer, parce que des institutions qui sont capables de faire face aux pratiques racistes qui arrivent à l'intérieur de leur structure sont des institutions qui vont être des meilleurs milieux d'emploi, pas seulement pour les personnes racisées, mais pour tous les autres, pour toutes les autres personnes qui ne fitent pas, qui ne correspondent pas au profil mainstream, au profil dominant. Toutes les autres, les femmes, les jeunes, les personnes qui ont un handicap, toutes les personnes qui ont des différences vont mieux vivre dans un organisme qui est capable d'adresser les problèmes qui ont lieu. Donc, nommer, peut-être ça ne veut pas dire que vous allez rester pour faire ce travail-là, mais vous avez besoin de le nommer. Vous avez besoin de mettre ces institutions-là face à leurs propres responsabilités. Parce que légalement, les lois les obligent à faire face à ces responsabilités, à vous fournir un milieu de travail qui soit exempt de préjugés racistes. Donc, si vous ne pouvez pas mener une grande bataille, la plus petite bataille, c'est d'écrire une lettre et de nommer ce qui s'est passé, de nommer ce que ça a causé chez vous et de nommer ce qui pourrait être fait pour arranger ça, puis quitter, trouver un milieu plus accueillant, moins agressif pour vous. Mais il faut le nommer, il ne faut pas être dans le déni. Parce que ces choses-là, si on est dans le déni, si on les ignore, si vous montrez que vous êtes capable de vivre avec, elles vont continuer à arriver et elles vont impacter les vies de générations successives de néo-Canadiens comme vous. Donc, ce n'est pas une bonne solution de les éviter. À moins que ça vous mette vraiment dans un état très mal. Mais ne restez pas jusqu'au point d'explosion. Quitter, trouver d'autres solutions. Il y a toujours, si vous êtes en bonne santé mentale, vous pourrez toujours être plus résilient, justement, parce qu'on parle de résilience, et trouver des solutions, trouver des voies de sortie. Mais si vous êtes en souffrance, vous êtes concentré, toute votre énergie est vraiment accaparée par ce problème. Vous n'allez pas pouvoir vraiment être efficace, ni dans la recherche d'un nouvel emploi, ni dans trouver un moyen efficace et sain de répondre à la situation. Donc, cherchez de l'aide à l'extérieur. Ne faites pas face à ça tout seul. Cherchez de l'aide pour votre santé mentale et adressez ça. Ne restez pas dans le déni. Ce qui rend malade, c'est les choses qu'on essaie de pousser sous le tapis, de cacher, d'ignorer. Si ça vous fait mal, parlez-en. Merci, Sonia. Il y a une question de Nifali, je pense, qui sera utile pour tout le monde, c'est comment renforcer sa résilience. Comment renforcer sa résilience? Je vais en profiter pour aller aux pistes. Il n'y a pas de solution universelle. Ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de qui vous entoure. Ça dépend de vos forces et ça dépend de vos faiblesses. On en a tous. Donc, plus vous êtes conscient de qui vous êtes, qu'est-ce qui vous arrive, et où est-ce que vous voulez arriver, plus vous allez trouver une manière résiliente de faire face aux situations que vous rencontrez, aux difficultés, y compris au racisme. L'autre force, c'est de ne pas rester seul. Construisez votre communauté. Ça ne veut pas dire que c'est seulement des gens qui viennent de votre village ou de votre ville ou de votre pays ou seulement des femmes. Moi, j'ai des amis qui viennent de partout. Donc, construisez un réseau qui est aussi diversifié que la société dans laquelle vous voulez vivre. Cherchez des gens qui regardent les choses et la vie de la même manière que vous. Des gens à qui vous pouvez nommer le racisme que vous vivez sans avoir besoin d'édulcorer ça, de colorer ça pour qu'ils ne soient pas blessés. Quelqu'un qui est capable de vous voir là où vous tenez avec vos problèmes et vos difficultés, avec tous les défis auxquels vous faites face. Donc, c'est des gens sur lesquels vous pouvez compter. C'est des gens que vous avez besoin dont vous avez besoin de vous entourer. Certains d'entre vous trouvent le refuge dans la famille, leurs enfants, leurs parents, un cercle restreint de personnes qui sont signifiantes pour eux. D'autres dans la religion, d'autres dans le sport. Cultivez ça. Ce qui vous rend heureux, cultivez-le, parce que c'est probablement ce qui va vous aider à trouver un job, à trouver un bon voisinage, à trouver des gens qui vont vous soutenir dans les moments difficiles. Moi, j'aime bien dire, mon conjoint, c'est un fou de soccer, football. Quand on est arrivé au Canada, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a rejoint des gens qui jouaient au soccer amateur. Puis c'est devenu son meilleur cercle d'amis. Grâce à ces gens-là, il a trouvé des jobs. Grâce à ces gens-là, moi aussi, j'ai eu plein de choses positives qui sont arrivées dans ma vie. Donc, trouvez votre groupe.
Et puis, c'est des gens qui viennent de différents pays, différents groupes, qui parlent différentes langues, etc. Donc, cultivez vos talents, même qui ne sont pas reliés à l'emploi. S'intégrer, je sais que dans les conseils que vous recevez, souvent, on va tout faire le focus sur l'emploi et la francisation. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a vous. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas épanoui. Si vous aimez la cuisine, allez faire la cuisine. Vous aimez le sport, allez faire le sport. Ce sont dans vos loisirs que vous allez reconstruire vraiment et durablement votre réseau social. Vous allez connaître des gens qui vont vous ouvrir des portes. Vous allez connaître des gens qui vont vous ouvrir des opportunités. Donc, nourrissez aussi cet aspect-là de votre vie et de votre intégration. L'intégration, ce n'est pas seulement l'emploi. Et ce n'est pas seulement en cherchant de l'emploi virtuellement ou dans des réseaux professionnels que vous allez trouver. Parfois, votre réseau personnel peut vous aider à trouver un emploi. Donc, cultivez aussi vos réseaux de loisirs et vos réseaux personnels. Cultivez tout ce qui vous nourrit, que ce soit la religion ou l'art ou la danse ou ce que vous voulez. C'est des manières de renforcer votre résilience. Sachez que tout ceci est temporaire. Toutes les difficultés sont temporaires. J'en ai connu. Tous les gens qui m'entourent et qui sont immigrants en ont connu. Tous les gens qui sont ici depuis plusieurs générations en ont connu quand ils étaient au début. C'est vraiment temporaire. Vous avez la capacité d'en sortir. Le racisme, par contre, c'est une réalité qui est vécue seulement et principalement par les communautés racisées. On a discuté de manière de construire votre résilience par rapport au racisme. Soignez-vous parce que ça impacte votre santé mentale. Entourez-vous. Nommez-le. Ne vivez pas avec ce gros fantôme invisible, cet éléphant dans la pièce. Il faut le nommer. Puis il y a des ressources au Québec et au Canada, des groupes communautaires qui travaillent sur ça, des groupes communautaires qui peuvent vous accompagner dans vos démarches et des groupes communautaires qui peuvent vous aider à guérir des effets du racisme. Ne restez pas seul à souffrir dans un coin, ce n'est pas un secret honteux. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de le dire aux autres en pensant que les autres ne le subissent pas, ce n'est pas vrai. Tout le monde subit des doses différentes, différentes expressions du racisme à différents moments dans leur vie. Le nommer, c'est le meilleur moyen, et l'adresser, faire ce qu'il faut pour que ça arrête, sont les meilleurs moyens pour le combattre. Et ne croyez pas que c'est quelque chose que vous faites contre votre pays d'accueil, c'est quelque chose que vous faites pour que ce pays s'améliore. C'est aussi une contribution très constructive à ce pays. Donc faites-le. Merci Sonia. Il y a Héloïse qui allait dans le même sens que toi en disant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois, pour aller dans la même veine, qu'il faut déjà, par exemple, avoir une personne d'écoute. Peut-être déjà comme le fait la FIO en demandant à des gens de s'exprimer et de dire ce qu'ils vivent au travail, dans la rue et peu importe. Ainsi, en accueillant les cas, on peut parler, porter nos voix plus haut. C'est Héloïse qui le dit, je suis complètement d'accord avec elle. On a beaucoup d'interventions. On est déjà à 15h20. On a largement dépassé le temps, mais le sujet était tellement important et je pense que les femmes avaient besoin d'écouter et de se faire écouter. Donc, merci Sonia pour cette présentation. Oui. J'ajouterais quelque chose en dernier. Tu sais, quand je dis faire face, chercher de l'aide, etc., beaucoup d'entre nous, et je parle aussi de ma communauté, la communauté à laquelle j'arrive, quand on arrive au Canada, on n'a pas été socialisé dans des pays où le mouvement associatif est aussi développé, associatif et communautaire, où s'approcher des personnes qui ont des responsabilités, surtout des responsabilités politiques, est aussi facile qu'au Canada, où il y a cette culture institutionnelle très solide, très ancrée dans le respect des droits, des impératifs de justice, etc. Donc, c'est quelque chose qui est positif à propos du pays dans lequel nous sommes maintenant. Une manière d'adresser très efficacement ces réalités-là, c'est de réagir en suivant ces créneaux-là. C'est de le faire des Canadian Way, à la manière canadienne. Vous écrivez à votre député, vous rendez ça public, vous écrivez aux médias, vous écrivez, vous vous faites accompagner par des groupes communautaires, vous vous faites conseiller. Donc faites-le d'une manière pacifique. Il ne s'agit pas de rentrer en conflit et de faire de la chicane et des problèmes avec vos boss. Non, c'est quelque chose de très toxique aussi. Ce serait ajouter à la toxicité de la situation. Nommez les choses. Les gens ne peuvent pas ignorer quelque chose qui a été nommé. Ceci, c'est du racisme. C'est ce que Jacques Mitzig a fait et pour lequel il a été questionné là, dans les précédents. Il est député, il est député, oui. Et il a quand même eu à faire face à un backlash par rapport à son affirmation que quelque chose qu'il a vu était raciste. Donc, dites-le, nommez-le. Nommez ce qu'il cause chez vous. C'est blessant. Ça me limite.
C'est une discrimination. Nommez ça. Nommez ce que vous attendez et faites ce qu'il faut. Écrivez à vos députés pour qu'ils portent votre voix. Exprimez-vous quand il y a des élections pour des personnes qui représentent vos intérêts et qui peuvent justement adresser des réalités liées à cela. Donc, ça, c'est aussi une manière d'agir collectivement qui est très efficace. Merci Sonia, merci beaucoup pour tous les conseils que tu as donnés. Chers participants, on ne pourra pas aller plus loin. Il faudrait vraiment qu'on puisse clore cette discussion. Je vais dire encore une fois merci à Sonia pour tous les bons conseils que tu as pu nous donner. Je pense que tu as su de manière concrète toucher du doigt tout ce qui pouvait entrer dans la résilience de la femme immigrante, tous les challenges que les femmes immigrantes rencontrent et à travers eux, leurs enfants aussi. Je me suis reconnue dans beaucoup de choses que tu as dites au niveau de la boîte à lunch, par exemple. Je sais que c'est une casse-tête énorme. C'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout l'habitude dans nos pays respectifs. Merci à tous d'être venus. Je vais continuer. Je vais essayer de faire le résumé de toutes vos questions et de toutes les réponses qu'on a pu apporter. Et puis, on va pouvoir, dans la réponse, dans le mail de suivi pour cette présentation, on va pouvoir y répondre pour les questions auxquelles on pourra répondre. Merci à tous encore d'être arrivés. Merci Sonia. Ça me fait plaisir. Je vais partager le PowerPoint avec vous. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires. C'est un plaisir de discuter avec vous indirectement. Mais... Je pense qu'on va en reprogrammer un autre. Elles seront très fières de revenir. Avec grand plaisir. Ça me fera vraiment plaisir de revenir. Merci beaucoup, Sonia. Merci à toutes. Merci. Merci. Oui, merci. OK, nous ne sommes plus en live.